Bonjour, on va y aller du coup. Les prochaines personnes arriveront au cours du webinaire. Donc aujourd'hui, on est là pour parler, logistique durable. Le but, c'est du coup, d'explorer les pistes d'économie d'énergie, dans les entrepôts frigorifiques. Et donc aujourd'hui, ce webinaire sera présenté par Simon Joubert qui est, responsable projet tertiaire chez Certinergie et Solutions. Tu peux y aller Simon. Ton micro est coupé. Merci. Bonjour. Commençons. Le but, c'est de parler d'économie d'énergie dans un métier, un type de bâtiment très spécifique qui sont les entrepôts frigorifiques, qui est un marché qu'on voit évoluer assez rapidement sur ces sujets-là, puisqu'évidemment, un peu sous la contrainte, on en reparlera dans le webinaire, mais avec la montée des prix de l'énergie notamment, c'est un sujet qui devient assez pressant. On va dérouler cette présentation en 5 étapes. D'abord une rapide présentation de notre entreprise, on va s'éterniser, ensuite quelques points de rappel de contexte et 3 blocs plus techniques, on va dire, présentant les différentes opérations qu'on peut réaliser, notre retour d'expérience et évidemment laissant à la fin un temps d'échange. Une rapide présentation de Certinergie et Solutions. On est sur le marché depuis 2008, de la création d'entreprise, historiquement avec une activité dans le domaine des C2E et un fonctionnement indépendant pendant très longtemps, pendant 10 ans environ, jusqu'au rachat par le groupe Engie, après avoir bien grandi en 2018. Alors il y a 2 volets chez Certinergie et Solutions. Il y a une partie vraiment C2E, et il y a aussi une cellule qui réalise des travaux. C'est une raison historique à ça. Certinergie et Solutions, sous sa forme actuelle, c'est le résultat de la fusion de 2 entreprises. La deuxième étant sous une forme ou une autre basée à Angers, dans le Maine-et-Loire, depuis presque plus de 20 ans, et travaillant sur une partie travaux d'efficacité énergétique. Donc il y a vraiment une partie financement, les connaissances réglementaires, techniques, financières, et une partie travaux, c'est-à-dire études, réalisation et contractant général de travaux pour la réalisation de toutes nos opérations. Je précise qu'on a un BE en interne, c'est-à-dire que toutes les études, la conception des systèmes de récupération de chaleur, etc., dont on parlera un peu après, c'est fait en interne chez nous. Quelques chiffres pour nous présenter plus avant, on est 145 dans l'entreprise. On a 2 bureaux. Alors le siège est à Paris, et donc il y a cette activité de réalisation de travaux, études et réalisation basée historiquement à Angers, on est toujours basé là-bas. En termes de répartition, il y a à peu près une centaine de personnes à Paris et 45 à Angers. C'est comme ça que ça se répartit. On travaille avec tous les acteurs du marché, on travaille avec les bailleurs sociaux, on travaille avec les collectivités territoriales, partout sur le territoire. On travaille beaucoup historiquement avec des industriels sur la partie travaux, ce dont on va parler plus avant aujourd'hui. Donc on vous a mis quelques exemples d'industriels. Historiquement, c'est beaucoup d'agroalimentaire, notamment par notre positionnement géographique dans le nord-ouest, donc pas loin de la Bretagne et du cœur battant de l'agro française. Mais pas que, on a fait aussi de la pharma, on fait de la pharmacie, de l'imprimerie, donc pharma, imprimerie, on travaille dans le packaging, on peut travailler dans la chimie aussi, tout à fait. Donc on a pas mal de typologies de clients, et on travaille de façon nationale, voire internationale, si les conditions s'y prêtent. Et finalement, ce qui va plus nous intéresser, on travaille beaucoup avec les acteurs du tertiaire, ce qu'on appelle le grand tertiaire chez nous. Donc des propriétaires publics et surtout privés qui vont disposer d'un parc immobilier important, et notamment, c'est ici qu'on trouve généralement les grands acteurs de la logistique froide. Vous voyez STG par exemple, qui est un de nos clients principaux sur ce domaine-là, et je vous présenterai 2 réalisations qu'on a pu faire ensemble. Quelques points de contexte. J'imagine que c'est extrêmement
extrêmement connu, j'ai envie de dire malheureusement, parce que le contexte, il y a un contexte qui pousse à l'action, ça devient un contexte contraint, fortement contraint, clairement. On a tous vu passer la hausse des prix de l'énergie, suite notamment évidemment au déclenchement de la guerre en Ukraine et l'incidence que ça a eu sur les prix du gaz et de l'électricité. Le gouvernement français a réagi à ça en mettant en place un plan de sobriété énergétique en octobre 2022, donc on parle de 10% de réduction de consommation en 2024. On connaît le décret tertiaire, qui fixe des objectifs extrêmement ambitieux pour la réduction des consommations des bâtiments. Donc on parle de 40% d'ici 2030, c'est extrêmement ambitieux. Donc ça, on pourra en reparler si vous voulez dans le temps d'échange, voir vous trouver sur ces sujets-là. Et autre point qui a un fort impact chez les professionnels de la logistique réfrigérée, c'est évidemment la réglementation F-Gaz. Cette fameuse réglementation européenne qui demande à supprimer progressivement, mais fermement, rapidement, les différents gaz frigorigènes les plus polluants. En gros, on enlève tous les R407, R410, R404 et on remplace ça par du propane, du CO2 ou de l'ammoniac. On peut mettre des HFO type R1234V2, mais globalement, il y a besoin de s'orienter vers des fluides beaucoup plus naturels, beaucoup plus propres, et cela engendre clairement un besoin de travaux. Donc, dans ce contexte assez contraint, changement de gaz, augmentation des prix de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On doit absolument réduire les consommations énergétiques, on doit changer de gaz, on doit renouveler les installations, et si on renouvelle les installations, évidemment, on va en profiter pour mettre des installations plus efficaces et utiliser toutes les astuces technologiques qu'on peut pour évidemment réduire notre consommation. Donc comment on passe à l'action? Tout d'abord, le point clé, c'est d'abord d'optimiser la production de froid. Je rappelle que nous, chez Certinergie et Solutions, on est vraiment sur le créneau de l'efficacité énergétique. Et c'est pas juste un placement commercial, c'est que en termes techniques, ça fait sens avant, non pas à la place d'eux, mais bien avant de penser à, par exemple, du photovoltaïque et des sources d'énergie sur le site. Le but, c'est quand même de réduire ses consommations avant de penser à les fournir par du renouvelable. Si on veut réduire les consommations sur un site de logistique froid, ça veut dire optimiser la production de froid, qui est à coup sûr la partie qui va consommer le plus sur vos sites. Donc, les deux opérations les plus courantes, c'est la récupération de chaleur, soit sur un groupe froid, soit sur une salle des machines, ça se fait dans les deux cas. Pour générer du froid, on est obligé de rejeter du chaud, ça c'est la base de la thermodynamique, donc ce chaud on peut le récupérer, on peut en faire quelque chose. On le détaillera un peu plus tard. On peut aussi installer un système de régulation de la production. Là, on parle de HP flottante, de BP flottante, de régulation intelligente suivant vos besoins. Pareil, on va détailler un peu dans les slides à venir ces deux opérations et ce qu'elles contiennent. Commençons par le système de récupération de chaleur. Donc l'idée, c'est bien de récupérer la chaleur fatale générée par la production de froid. Les calories qui sont pompées à l'intérieur du bâtiment sont rejetées à l'extérieur. Ou pas, justement, on peut introduire un circuit d'eau et venir récupérer, rejeter la chaleur dans un circuit d'eau pour l'utiliser après dans le bâtiment. Alors si on parle d'un groupe froid monobloc, des Tran, Carrier, Daikin, A2P, etc., ça se fait en général, on demande au fabricant d'installer cette option de récupération de chaleur. Il vous met en place deux échangeurs de chaleur qui sont des condenseurs, un des condenseurs à eau en général. Et on récupère tout ce qu'on peut, on va dire, sur la condensation du fluide, avec un peu de désurchauffe, mais sur un groupe froid, c'est un peu moins maîtrisé, on va dire, puisque évidemment tout est condensé, tout est fabriqué, tout est en bloc, donc c'est vraiment c'est livré tel quel et on n'a plus qu'à récupérer, c'est du plug and play.
Si on est sur une salle des machines, tout fluide, hein, CO2, NH3, qu'est-ce qu'on peut trouver? Le propane, j'en ai un peu moins vu en salle des machines, mais même des anciennes salles des machines au R404 qu'on peut rétrofiter avec du R449, même si c'est pas l'idéal. Sur toutes ces configurations-là, on peut récupérer de la chaleur, typiquement sur la désurchauffe et sur la condensation, et un peu plus marginalement sur le refroidissement d'huile. Sur le refroidissement d'huile, il y aura un peu moins de puissance, mais vous aurez des niveaux de température intéressants. Donc là, c'est là que on a pas tout seul, hein, mais on a une expertise assez intéressante qui est de savoir ajuster les différents niveaux de puissance et de température. Je m'explique. Sur un désurchauffeur, on peut récupérer finalement assez peu de puissance. Il n'y aura pas énormément de kilowatts. En revanche, ce sera de la très haute température. Si on prend de l'ammoniac, il est possible que l'ammoniac, on le surchauffe à 90 degrés. Donc là, vous allez pouvoir récupérer de l'eau extrêmement chaude. Et ça, c'est toujours très précieux. Le but, c'est de récupérer de l'eau la plus chaude possible. Sur la condensation, on fait beaucoup de puissance, à un niveau de température beaucoup plus bas. On pourra récupérer à 35 à peu près. Si on est sur un groupe froid, les tranes arrivent à monter, par exemple, vers les 50 degrés. Bon, c'est pas forcément idéal, puisque plus on condense chaud, plus on dégrade la performance de l'installation de froid, de production de froid. Donc, là, je vous le fais très rapidement. Le but, c'est pas de faire un cours de thermodynamique, mais je pense que vous connaissez tous l'importance de cet équilibre à trouver entre l'optimisation de la production de froid et ce qu'on peut récupérer. Plus on veut récupérer chaud, dans ce cas-là, on peut avoir envie de condenser plus chaud, mais dans ce cas-là, on dégrade la performance de la production de froid, donc ce qui n'est pas forcément intéressant non plus. Donc, tout l'intérêt ici d'avoir un BE spécialisé, c'est d'arriver à trouver ce bon équilibre. C'est quelque chose que nous, on connaît par expérience et qu'on optimise tout simplement en direct, en régulation dynamique. Je vous présenterai ça un peu plus tard. Donc, une fois qu'on a toute cette eau chaude, qu'est-ce qu'on en fait? On peut la stocker, évidemment, mais surtout, l'idée, c'est de savoir de satisfaire les besoins en chaleur du bâtiment. Alors, sur un entrepôt froid, il n'y a en général pas une multitude de besoins en chaud. Les principaux, on les a listés ici, donc c'est le dégivrage des évaporateurs ou des frigorifères. C'est la mise hors gel des dalles négatives. Quand vous avez une congèle à moins 18 ou à moins 24, voire moins 28, l'intérêt d'avoir un système de mise hors gel, sinon vous allez craquer votre béton extrêmement vite. Ça peut être une mise hors gel des stockages secs, voire un chauffage limité, on va dire chauffer à 12 degrés par exemple, un stockage sec pour éviter de dégrader les produits. Et évidemment, chauffer l'eau chaude sanitaire et chauffer le bâtiment. Chauffer le bâtiment, je pense surtout au bureau. Ça a pu nous arriver, on en reparlera, de supprimer une chaudière, par exemple. On avait un bâtiment de bureau adossé à un entrepôt logistique. Le bâtiment de bureau était chauffé par une chaudière gaz. Après nos travaux, il n'y avait plus de chaudière gaz. Le tout, évidemment, est finançable par les C2E. C'est-à-dire que ces opérations, suivant la fiche BAT TH 139, pour parler le jargon, vous donnent droit à des C2E en quantité assez intéressante. Et ce que nous, on vient faire, c'est vous proposer une remise sur devis. C'est-à-dire que s'il y a 1 million de travaux et 500 000 de C2E, vous pouvez ne payer que 500 000. Ce qui est quand même une avance de trésorerie très intéressante. C'est une opération réalisable en clé en main. Donc étude, conception, réalisation en réalité. Et évidemment, point important, c'est une fiche soumise à contrôle. Évidemment, une très bonne chose. On connaît tous le système des C2E et certains abus qui ont pu exister il y a 4, 5 ans, etc. Donc maintenant, il y a des contrôles assez systématiques et c'est une très bonne chose. On s'en félicite. Voilà pour la récupération de chaleur. Pour la partie de régulation de la production et de la distribution, là, on rentre vraiment dans la technique de l'installation. L'idée est vraiment de travailler pour créer le froid le plus sobre possible, c'est-à-dire utiliser le moins de kilowatts électriques pour produire le plus de kilowatts froid possible, avoir le meilleur COP, le meilleur rendement, suivant les façons dont on parle. Les principales opérations, elles sont listées ici. Donc, c'est d'abord la haute pression flottante. Le but, c'est de faire travailler les compresseurs le moins possible. C'est d'adapter le niveau de compression
à la température extérieure. Pareil en thermodynamique, vous avez du froid d'un côté dans votre bâtiment, du chaud de l'autre. Le but, c'est de faire passer les calories de l'un à l'autre. Si dans votre bâtiment il fait -18 et que dehors il fait +30, vous avez un écart comme ça. Sauf qu'en hiver, quand il fait 5, votre écart il est réduit. Donc vous avez besoin de moins travailler pour passer de l'un à l'autre. Sauf qu'il faut avoir la régulation pour le suivre. Si vous n'avez pas de régulation, vous avez une température de consigne de base qui reste la même toute l'année et vous condensez à la même température en hiver et en été. Vous avez une courbe de consommation plate, ou presque. Ça, c'est pas bon. Évidemment, il est possible de mettre en place des systèmes de haute pression flottante. Alors, c'est rien de révolutionnaire, hein, ce dont je parle, ça existe je pense, depuis 10 ans, voire plus. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait cette HP flottante? Est-ce qu'on fait quelque chose de linéaire, où on dit on prend la température extérieure, on fait -5 degrés, ça nous fera bon, c'est pas mal, mais c'est pas idéal. Nous, ce qu'on sait faire aussi, c'est une régulation dynamique, vraiment, où on va chercher le point de condensation idéal de toute l'installation, puisque là, pareil, il y a toujours une question d'équilibre. Quand on condense, quand on met une température de condensation plus basse, une haute pression plus basse, on est sur des fluides qui sont à l'équilibre thermodynamique, donc pression ou température, c'est à peu près la même chose dans ce cas-là. Si on condense à une température plus basse, on va devoir faire travailler plus nos ventilateurs d'éjection de la chaleur. Donc finalement, ce que vous allez gagner sur le compresseur, vous risquez de le perdre sur le condenseur. Donc nous, on a un système qui permet d'optimiser ça en temps réel, tout le temps. À un pas de temps extrêmement faible pour vous assurer que vous avez toujours le COP idéal, le plus optimisé possible à chaque instant, suivant les conditions extérieures, mais aussi suivant le taux de charge. Voilà pour la haute pression flottante. La basse pression flottante permet d'adapter la température d'évaporation au taux de charge. Si dans votre entrepôt, par exemple, vous avez beaucoup d'activité l'après-midi et assez peu le matin, vous n'avez pas besoin de refroidir, de faire de l'eau à -8 pour maintenir votre entrepôt à 2 degrés. Faisant du -4, ça peut suffire. Parce qu'en fait, votre boucle d'eau, elle va partir très froide, mais aussi revenir très froide parce que finalement, elle sera peu utilisée. C'est ça le principe de la basse pression flottante. Je reviens à mon histoire de niveau de température. Je dis la température extérieure est là, la température que vous voulez est là. Si vous montez un peu la température que vous demandez, forcément, vous aurez moins de travail à faire. Et finalement, régulation des pompes de distribution d'oubli-collé. Alors ça, c'est pas valable si vous êtes en dépompe directe. Mais si on distribue le froid avec de l'oubli-collé, on peut réguler finement, enfin, déjà des variateurs. Je vois encore beaucoup de sites où on a des pompes assez conséquentes, avec des moteurs qui tournent en permanence à fond. C'est assez étonnant, je dois dire, puisque à l'heure actuelle, bon, on fait des variateurs et des régulations quand même depuis longtemps, et c'est une démarche facile à mettre en place. C'est très gratifiant parce que ça coûte pas si cher que ça et ça vous apporte de l'économie. Enfin, c'est immédiat, quoi. Alors, régulation, ça se régule sur une pression, sur une température. On peut faire une régulation fine. Là, c'est pareil. On a, je crois, à l'heure actuelle, une petite longueur d'avance sur les concurrents à ce sujet. Régler vraiment le débit des pompes, c'est-à-dire la vitesse des moteurs, c'est-à-dire leur consommation, en fonction de la pression du réseau de façon extrêmement fine. Quand on a fait tout ça, ce qu'on a réussi à faire, c'est adapter ses consommations aux besoins réels. C'est ça la clé, c'est d'être extrêmement dynamique. C'est de savoir consommer moins, d'arriver à consommer moins quand il fait moins chaud dehors. Ça devrait se passer naturellement, mais en fait, il faut qu'on ait une régulation qui permette de suivre cette courbe de température. C'est consommer moins quand on a moins de charge, quand on a l'entrepôt et aux 3/4 vide le matin, ça sert à rien de refroidir à fond. Donc, c'est vraiment adapter les consommations aux besoins réels. Quand on a fait ça, on a déjà fait une très grosse étape. Et évidemment, il faut essayer de coller le plus possible aux besoins réels. Diminuer l'usure des systèmes de production. Évidemment, quand on ne marche pas à fond tout le temps, ben, on use moins, on a des systèmes plus durables. À ceci près qu'il faut éviter d'avoir des systèmes qui s'arrêtent, redémarrent, s'arrêtent, redémarrent, s'arrêtent, redémarrent tout le temps. Il peut se passer si on fait une régulation qui n'est pas intelligente, on va dire.
Si on régule juste en fonction de la température, par exemple, mais sans prendre en compte les démarrages des compresseurs, vous risquez d'avoir du on-off tout le temps, et ça, c'est pas bon du tout pour les machines. Encore une fois, c'est une question de balance, d'équilibre entre les différentes contraintes de votre installation. Et évidemment, le point numéro 3, qui est le seul en fait qui compte, c'est de réduire les factures d'énergie. C'est bien ça le but, c'est d'arriver à consommer moins, mois par mois et à la fin de l'année. La solution qu'on vous propose pour ça, chez nous, c'est ce qu'on appelle l'OCP. OCP, ça veut dire optimisation du coefficient de performance. Tout est dans le titre. J'en ai déjà parlé assez longuement dans mes explications. Le principe de cette OCP, c'est de calculer les optimums à chaque étape de la chaîne du froid, c'est-à-dire la compression, la condensation, la distribution de froid, l'évaporation, etc., etc. En termes de concept, la solution OCP, alors il y a un peu de barbarisme, mais je vais vous expliquer ça, c'est une surcouche dynamique et débrayable de pilotage des automates. Bon. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne remplace pas vos automates déjà sur site, c'est-à-dire qu'on va pas modifier en profondeur votre installation, on vient rajouter une couche en plus. On laisse les automates en place, qui vous font votre régulation, qui vous enregistrent vos températures, qui vous font tout ce qu'il y a de réglementaire sur votre site. Et on vient nous rajouter un automate en plus qui va donner des consignes précises sur certains points à votre automate en place. Donc voilà, pas de panique réglementairement, ça ne vous change rien en termes de contrôle de vos températures. Ça, c'est la partie surcouche. Dynamique, ça veut dire on ajuste tout en temps réel, tout simplement. Et débrayable, c'est que à tout moment, pour une raison X ou Y, si vous avez envie de débrayer, d'enlever, d'arrêter cette OCP, vous n'avez pas confiance, il y a un truc qui ne va pas, il faut l'arrêter. Vous l'arrêtez quand vous voulez et vous revenez dans ces cas-là à votre solution d'automate de base, c'est-à-dire celle que vous avez avant les travaux. Donc globalement, c'est une solution tout confort qui vous permet de travailler vraiment très sereinement et de vous faire des économies de façon très dynamique. Les deux modules qu'on utilise le plus, donc sur les OCP, comme je vous l'ai dit, on travaille sur toute la chaîne du froid. Les deux modules qu'on utilise le plus, c'est l'OCP High pour haute pression flottante et l'OCP Flow pour la régulation des pompes. Un petit schéma pour visualiser un peu où ça se passe. Je pense qu'on voit mon pointeur. Okay. Donc une installation frigorifique, ça ressemble à ça. Vous avez la partie des compresseurs qui sont là. C'est là que se fait quasiment. Bon, se fait pas toute la consommation parce qu'il y a aussi évidemment les condenseurs et les pompes. Mais les compresseurs vont vous prendre une grosse partie de votre consommation. Donc là, sur ceux-ci, on va avoir le CP low. Le but, c'est de réduire la température de condensation, c'est-à-dire de faire le froid le moins froid possible. Le froid suffisamment froid pour vous assurer la température qu'il faut, mais pas plus. Ça ne sert à rien de faire du -13 pour maintenir une chambre froide à 2 degrés. Ça sert strictement à rien. Je parle de -13 pour faire du 2 degrés parce que je l'ai vu sur un site la semaine dernière. Donc ça existe. On a l'OCP High sur la partie des condenseurs. Donc là, le but, c'est de traiter l'autre extrême, c'est de condenser, faire le chaud le moins chaud possible pour pouvoir, donc suffisamment chaud pour évacuer la chaleur qu'on a besoin d'évacuer, mais sans plus. Ça se suit dynamiquement en fonction de la température extérieure, de l'humidité extérieure, de l'état de vos compresseurs, suivant s'ils sont chargés ou pas. Ça prend en compte les systèmes de start-stop dont je parlais pour éviter que vous ayez des redémarrages, des arrêts redémarrages incessants qui vont vous réduire la durabilité des machines. Et donc là, avec cette boucle-là, on a fabriqué du froid. Ensuite, il faut le distribuer. Et c'est là que les pompes entrent en jeu pour vous distribuer votre eau. Alors là, on a mis de l'alcali, bon, ça peut être du MPG. Vous pouvez aussi distribuer en détente directe, c'est-à-dire envoyer du CO2 pompé, par exemple, ou de l'ammoniac, ça se fait moins, évidemment, mais sinon du R404, bon. Et là, on va s'intéresser plutôt au système utilisant de l'eau glycolée. Et dans ces cas-là, comment on régule ces pompes?
Comment on régule ces pompes? Est-ce qu'on les fait tourner à fond pour être sûr d'avoir que l'évaporateur ou le frigorifère plutôt le plus loin du site est toujours le froid nécessaire? Est-ce qu'on fait une régulation un peu plus fine où on change les stations de vanne des frigorifères et on s'arrange pour qu'en gros, à chaque fois qu'une zone ait besoin de froid, elle appelle son frigorifère et là, on accélère la pompe pour alimenter ce frigorifère-là, plutôt que d'avoir une boucle qui tourne en permanence, en permanence, en permanence. Je vois encore beaucoup d'installations qui tournent en permanence, avec des variateurs, mais des variateurs qui varient pas, qui varient très très peu. C'est très fréquent, il y a quasiment systématiquement des variateurs sur les pompes. Maintenant, en revanche, la régulation, c'est pas ça. C'est-à-dire que le variateur ne varie pas. Il est réglé une bonne fois pour toutes à la mise en service et point. En réalité, vous pouvez varier bien plus que ça et vous pouvez réaliser des économies conséquentes grâce à ça, en dynamique. Donc voilà pour toute la partie OCP et de façon générale, la régulation, la régulation de votre système. Alors, pour rappel, on a dit les deux grandes opérations principales, c'est récupération de chaleur et optimisation de votre production de froid. Avec tout ça, vous faites des économies d'énergie. Mais combien? Alors ça, on le calcule. Ça se calcule, ça se modélise et ça se mesure. Ça, c'est le principe qui est suivi par notre équipe. On a une équipe en interne qui fait le suivi des performances, qui fait ça tous les jours, du lundi au vendredi. Ils adorent ça. Ils connaissent ça par cœur. Euh, et donc, le principe est très simple, c'est de modéliser votre consommation avant travaux, c'est-à-dire on récupère les données de production, de nombre de camions qui passent par jour sur le site, les données météo, évidemment. Donc, par exemple, on va récupérer les données de 2021 et 2022, vos données de consommation, vos données de volumétrie de marchandises, vos données, les données météo qu'on va aller chercher nous-mêmes, et on fait une modélisation à partir de ça. C'est-à-dire consommation égale un facteur fois votre volumétrie, plus un facteur fois la température extérieure, plus une constante. On arrive à modéliser une consommation de référence qui est aux paramètres les plus influents. Une fois qu'on a cette consommation de référence, on la valide ensemble. Vous nous dites que vous êtes d'accord, effectivement, mais ça correspond bien à ma consommation et ça correspond bien aux facteurs qui sont les plus. Vous avez bien pris en compte les facteurs les plus influents sur ma consommation. Ensuite, on fait des travaux et on mesure la performance après les travaux. Et on compare ça à la consommation de référence, c'est-à-dire qu'on déploie le modèle de référence qu'on avait calculé précédemment, on le fait tourner sur les données de 2023, de 2024, on va prendre pareil les températures extérieures, on va prendre votre volumétrie de marchandises, on mouline tout ça, on vous dit, si vous n'aviez pas fait de travaux, en suivant la courbe précédente, la courbe de 2021 et 2022, en 2023, vous auriez consommé tant d'énergie, c'est votre consommation de référence. Et en réalité, en 2023, vous avez consommé tant ce qu'on a mesuré grâce à nos capteurs. Et l'écart entre les deux, ça vous fait des économies. Et tout ceci est formalisé. Donc, il y a un protocole qui s'appelle l'IPMVP, c'est le protocole standard international, donc c'est extrêmement cadré, hein, c'est une norme internationale. C'est une certification aussi, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec des gens qui s'engagent sur les économies d'énergie, prenez bien garde à avoir en face des gens qui sont certifiés IPMVP, hein, c'est une certification, c'est un diplôme. C'est pas, pour l'avoir un peu travaillé, cette norme-là, ça s'improvise pas, c'est pas simple. Donc chez nous, évidemment, on a des gens qui ont cette formation-là. Tout ceci est décrit dans un plan de mesure et de vérification qui est un document contractuel. Hein. C'est signé par les deux parties, c'est expliqué, ça fait l'objet de présentation, etc. On se met d'accord sur la méthode de calcul, on se met d'accord sur l'instrumentation, on se met d'accord sur les modalités de suivi, on se met d'accord sur ce qui s'appelle des facteurs statiques. Les facteurs statiques, c'est par exemple, on peut dire que ce sont les limites du modèle. Par exemple, si en 2023, vous faites une extension de votre bâtiment, ça, c'était pas prévu. Vous avez une augmentation de votre consommation, mais c'est pas parce qu'on a mal bossé, c'est parce qu'en fait, vous avez 5 frigorifères en plus. Voilà, donc ça, c'est un facteur statique.
c'est-à-dire que c'est un facteur qui n'est pas prévu dans le modèle initial. Voilà, tout simplement, donc il faut refaire un modèle. Donc on se met d'accord sur une liste de facteurs statiques qui vont en gros faire dérailler le modèle et on le sait déjà à l'avance, donc faut on le prépare. Une fois qu'on a tout ça en place, on fait un bilan annuel. Tout simplement, on vient vous voir tous les ans, on vous dit, vous deviez consommer tant, consommation de référence, vous avez consommé tant, mesuré, ça vous fait tant de pourcents d'économie d'énergie. Et on est dans les clous de ce qu'on vous avait annoncé ou pas. Tout ça, là, tout ce package là, ça fait un contrat de performance énergétique, un CPE. Un terme assez fameux sur le marché, qui recouvre un peu tout et n'importe quoi, pour être franc. Là, je viens vous donner le contenu réel, ce qui devrait être dedans, ce qui est mis dedans quand c'est fait chez Certinergie et Solutions, notamment parce on a une équipe automatisme, on a une équipe qui connaît les capteurs, qui connaît la mesure, qui connaît la maintenance des capteurs, qui connaît l'IPMVP. Ça vous fait un package assez complet et de référence, on va dire. Contrat de performance énergétique, c'est assez, c'est pas compliqué, il faut pas dire ça, mais c'est conséquent. Voilà, c'est cadré et il faut suivre les étapes avec rigueur. Ça doit être d'abord rigoureux, un CP. Une fois que c'est en place, en revanche, on vient pas vous embêter, c'est pas forcément compliqué à suivre, hein. C'est un bilan annuel, donc c'est vraiment, c'est une demi-journée, voire moins. C'est 2 heures de votre temps par an. Si vous avez 3 ou 4 sites, on s'arrange pour tout caler sur une seule journée. Voilà, c'est pas très long. Il existe aussi des engagements dits EPE, en tout cas chez nous on les appelle comme ça, les engagements de performance énergétique. C'est la même chose, mais sans le cadre réglementaire du CPE. On va suivre de toute façon l'IPMVP, toute la partie technique sera strictement la même, mais ce sera pas dans le cadre d'un CPE réglementaire. La différence entre les deux, c'est qu'un CPE dit réglementaire en France, ça vous ouvre une bonification très conséquente de vos opérations C2E. Si vous faites une récupération de chaleur sur un groupe froid, vous aurez tant de C2E, vous aurez un volume C2E. Si vous faites un CPE en plus en disant, enfin nous, on vous dit cette récupération de chaleur, elle vous permettra d'effacer 80% de la consommation de votre chaudière, de votre dégivrage, etc. Et qu'on s'engage sur 5 ans, voire sur 10 ans à vous faire ces économies-là, et qu'on formalise tout ça dans un contrat de performance énergétique, là, le volume C2E, il augmente considérablement. C'est-à-dire qu'on peut faire x3. Donc, de nouveau, l'un des très grands intérêts de l'entreprise Certinergie Solutions, c'est qu'on est capable on a tout en interne. On fait les études, la réalisation, le suivi. On est capable de porter un CPE en interne. C'est pas sous-traité. C'est fait en direct. Et ça change tout en termes de volume C2E et en termes de financement du projet. Donc, pour l'instant, cette bonification, elle est en place. On ne sait pas combien de temps encore. On sait que le CPE, il y avait ce même système dans l'industrie, sur les fiches C2E industrie jusqu'en décembre 2021. Et puis, c'est au 1er janvier 2022, ça a été arrêté. Donc, là, plus de bonification et des volumes C2E bien moindres, malheureusement. Dans le tertiaire, sur la logistique 3 notamment, c'est ouvert en ce moment. Donc, allons-y, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. J'imagine que d'ici la fin 2023, voilà, ça va continuer. Après, on ne sait pas. Donc, il faut essayer d'en profiter le plus possible. J'insiste sur le fait que sur un projet à 1 million d'euros, ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est colossal. Donc, il faut agir vite pour pouvoir profiter de ce CPE. Je vous parle de ce qu'on a fait chez notre client STG, qui est un peu notre client historique, hein. On a commencé à travailler avec eux dès 2020, voire 2019, pour les tout premiers projets. Euh, Chez STG, on a modernisé leur groupe 3. Principalement, le point d'entrée de STG, ils sont venus nous voir en nous disant on a besoin de changer nos groupes 3. On a du R404 en détente directe, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a remplacé les installations frigorifiques. On a pu le faire à 0 euros. Donc là, on avait un premier projet, 1,5 million d'euros de travaux, et finalement, reste à charge 0.
0, 0, 0. C'est-à-dire que la seule chose que STG a payé, c'est la TVA qu'il a récupérée juste derrière. Donc il y a une petite opération de trésorerie, mais à la fin, c'est 0 euros. 100% financé par les C2E avec un CPE. Donc ça, c'était déjà la porte d'entrée, c'était assez colossal. On a déjà réalisé 3 sites. On en a 3 en cours de chantier et on en a 3, voire 4, désormais 4 à l'étude avec le groupe STG. Donc c'est une histoire qui fonctionne. Et plus on avance dans le partenariat avec STG, plus on se focalise sur les économies d'énergie. Le but, c'est pas seulement de changer les installations frigorifiques à pas cher, déjà très bien en soi, mais c'est aussi de faire des économies d'énergie. Là, récemment, on a lancé un projet où on change même pas du tout les installations frigorifiques. En revanche, on installe des OCP, on refait toute la régulation, etc. Donc, il y a des travaux assez minimes qui sont couverts par des C2E, mais le but principal, c'est vraiment de réduire la consommation. En première estimation, alors, on est encore à l'étude, donc on va attendre un peu, mais en première estimation, on est au-dessus de 20%. On est capable de réduire la consommation du site de plus de 20%, consommation totale. Donc c'est colossal. Évidemment, dans le contexte actuel. Remplacement, donc en termes d'opération de travaux, c'est remplacement des installations, mise en place d'une récupération de chaleur, évidemment, et optimisation de toute cette installation. C'est du clé en main, c'est-à-dire qu'on fait absolument tout. On fait l'étude, la conception, on prend le cahier des charges du client, il nous dit ce qu'il veut, tel fluide. Alors chez STG, on a pu travailler avec du propane. Au début, STG voulait des installations au propane, donc on a installé des installations au propane. On travaille maintenant de plus en plus en CO2, CO2 subcritique, CO2 transcritique, CO2 subcritique sur du NH3. Donc voilà, on travaille avec différentes technologies, mais on fait ça en co-construction avec le client. On avance avec lui suivant son cahier des charges. Garantie de résultat, puisqu'il y a un CPE, comme je vous l'ai indiqué précédemment, on est obligé de faire les économies qu'on a annoncées. On est obligé, c'est contractuel. Si on ne fait pas les économies, on doit payer on va appeler ça une pénalité correspondant aux 2 tiers des économies non réalisées. C'est assez conséquent, donc on les fait les économies, c'est sûr. On réalise les travaux et on avance la trésorerie, ce qui est aussi un avantage colossal. Un petit point sur la réalisation des travaux. Les études, c'est en interne. Le pilotage du chantier, c'est en interne. On est contractant général. En revanche, la partie de réalisation elle-même des travaux, c'est-à-dire des équipes techniques et les techniciens qui vont venir vous installer le groupe 3, ce seront des équipes externes, c'est-à-dire que ce sont des travaux qu'on sous-traite. On sous-traite à des frigoristes du marché, et là, on travaille avec tout le monde. En ce moment, j'ai des projets avec Aximage, j'en ai un autre avec Clogère, j'en ai plusieurs avec MCI. Je travaille on est en train de discuter avec GEA sur un projet, on a Johnson sur d'autres. Donc, on travaille avec tous les frigoristes du marché, pareil, suivant le cahier des charges client. On ne va jamais vous imposer un sous-traitant que vous n'avez pas envie de voir sur votre site. Autre exemple, cette fois-ci dans l'industrie, chez un de nos plus grands clients, Lost Tradifrance, qui est un groupe de production et de distribution de produits de charcuterie, avec qui on travaille sur toute la France. Le but, c'était là d'optimiser le coût de fonctionnement des utilités et de réduire l'impact environnemental. Récupérons le fil. Donc, chez Lost, mise en place d'un système de régulation de froid, refonte de la production de froid, évidemment, récupération de chaleur, récupération de chaleur sous la forme, on le voit hein, dans la photo que vous avez à droite, vous avez une cuve assez conséquente. Ça, c'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude récupérée qui va être utilisée sur le site pour du lavage, du chauffage, etc., etc., etc. Vous avez un QR code si vous voulez aller en savoir un peu plus. Chiffre important, donc 2 millions d'euros de travaux, pareil, 100% financés par les C2E, avec un CPE. J'insiste sur ce point, c'est dans le tertiaire, c'est une vraie, on va dire le mot, c'est une vraie aubaine. Le CPE, on l'a connu dans l'industrie, on le voit maintenant dans le tertiaire, c'est une vraie aubaine. Profitez-en. CPE vous fait
vous permet de financer vos projets de façon vraiment, vraiment très, très intéressante. 100% d'économies réalisées sur la production d'eau chaude sanitaire et sur le dégivrage. Très bien. Et 26% d'économies sur les installations frigorifiques. Donc là, on retrouve bien les deux postes principaux dont j'avais parlé. Récupération de chaleur, c'est-à-dire par cascade, économie d'énergie sur l'eau chaude sanitaire et sur le dégivrage, et économie conséquente sur les installations frigorifiques, sur la production de froid. D'autres actions un peu moins détaillées, d'autres actions d'économie d'énergie, évidemment l'isolation, refaire, ça vaut le coup de revoir les panneaux sandwich. Est-ce que vous avez 10 mm, peut-être passer à 18 sur les, je vois encore des congèles, des salles de congélation qui ont des panneaux sandwich un peu légers. Ça vaut le coup de le refaire. Ça vous fait des économies évidemment très conséquentes. Refaire l'éclairage, on connaît les systèmes de relamping, passage en LED. Sur un entrepôt, c'est assez conséquent. Je pense que c'est très probablement le deuxième poste de consommation après la consommation de froid. L'installation d'une GTB. Alors, vous avez forcément sur un entrepôt logistique froid ou un entrepôt de stockage froid ou de transport, vous avez forcément un système de surveillance avec un enregistrement de vos températures. En revanche, vous n'avez pas forcément une GTB complète qui vous permet de superviser et de contrôler ces équipements. Je pense au système de froid, mais pas que, de ventilation aussi, de chauffage, etc., etc. Là aussi, il y a un effet d'aubaine sur la GTB. Il y a une vraie aubaine il existe une bonification liée à la fiche BAT-TH 116. Pour l'installation d'une GTB de classe A ou B, on obtient un tel volume de C2E et c'est multiplié par 2 pour l'acquisition d'une GTB. Si on parle d'une amélioration, c'est multiplié par 1,5 seulement, c'est déjà très très bien. Et ça, pour le coup, ça ne durera pas, on le sait déjà, ça s'arrête au 31 décembre 2023. Donc, il y a un engagement, besoin d'engager des travaux extrêmement rapidement. Au passage, sur la partie logistique, il est possible que ce soit même avant le 31 décembre 2023, puisque les instances, le PNC2E, l'ADEME, etc., réfléchissent à modifier la fiche bientôt. On ne sait pas quand, on suit ça de très près. Mais là aussi, il est important d'aller vite. Sur la GTB, on peut parler du décret Bax aussi, évidemment. J'en avais parlé en intro. Pardon, j'avais parlé du décret tertiaire, pas du décret Bax. Ce décret rend obligatoire l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle. Donc, en gros, vous êtes obligé d'installer une GTB sur la plupart des bâtiments tertiaires. Alors, c'est une question de taille de bâtiment et une question de puissance de chauffage installée et de refroidissement installé, mais globalement, dans les grandes lignes, il faut installer une GTB d'ici le 1er janvier 2025 ou 1er janvier 2027, sachant que la bonification s'arrête très bientôt. Donc, autant faire ça maintenant. Et le dernier point, évidemment, ça concerne les portes de quai, un sujet récurrent sur les entrepôts froids. Comment je gère mes portes? Alors, il y a déjà à l'intérieur du bâtiment, avant même de parler des quais, est-ce que vous avez ces portes rideaux? Est-ce que vous avez des portes coulissantes? Est-ce que vous avez juste les lanières PVC? Parce que vous avez trop de flux de marchandises, trop de Fenwick et que vous en avez marre de changer les portes qui sont défoncées toutes les 3 semaines. Bon, ça, c'est un sujet opérationnel autant que thermique, mais c'est un sujet, enfin, c'est colossal. Clairement, dans un entrepôt froid, il est extrêmement important d'avoir une bonne fermeture de vos salles. Et en particulier, donc, au niveau des quais. La meilleure solution, évidemment, c'est le SAS. C'est-à-dire que si vous avez des quais fermés avec une double porte, là, vous êtes tranquille. Isolation double porte, c'est parfait. Sinon, au moins des portes rideaux qui ferment. J'insiste, je vois souvent sur des sites des portes rideaux qui ferment en laissant 30 cm en bas parce que le mécanisme est cassé, parce que c'est rouillé, parce que c'est pas graissé, parce que si, ça. Là, c'est de la perte, c'est horrible. Avec les températures qu'on a déjà en ce moment, où il va faire 29 degrés à Paris cet après-midi, si vous avez 30 cm de jour, juste voilà, où il n'y a pas de barrière thermique, vous refroidissez l'extérieur,
ça vous fait grimper votre consommation en flèche. C'est sûr. Voilà pour la présentation. J'espère avoir été, suffisamment, complet. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, c'est le moment. En attendant que peut-être des questions vous viennent, on a réalisé, chez Certinergie un mini guide, assez succinct, mais où on reprend à peu près les informations qu'on vous a exposées aujourd'hui et c'est un peu plus complet parce qu'on n'aborde pas que les entrepôts froids, on parle entrepôt logistique en règle générale. Du coup, si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez soit prendre le QR code qui s'affiche sur la slide, avec directement l'appareil photo de votre téléphone, soit je vous lance un petit sondage comme j'ai fait pendant le webinaire. Du coup, on considère que si vous répondez oui à ce petit sondage, on vous enverra le mini guide dans la journée pour que vous puissiez retrouver les infos qu'on vous a dit aujourd'hui. Et dans tous les cas, donc ce webinaire était enregistré, donc vous recevrez, pareil dans les prochains jours, le replay si vous souhaitez, voir, revoir ou partager ce webinaire et la présentation. Voilà, mais si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas. Du coup, s'il y a pas de questions, pour terminer, donc si vous souhaitez échanger avec Simon, sur le sujet dont il a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une petite adresse mail sur la slide qui s'affiche, donc servicemarketing@certinergie-lj.com et voilà, ça nous permettra de programmer un échange d'une demi-heure avec Simon pour qu'il puisse, vous puissiez échanger sur vos enjeux et puis, pourquoi pas explorer les pistes sur, vos sites. Et ben, s'il y a pas de questions, on peut conclure, Simon. OK, Merci très beaucoup. bien, merci beaucoup et puis à bientôt. Une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.